là 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 là. La 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 la. Donc c'est Chris Gueda. Chris K. Gueda. Chris K. Gueda. Chris K. Gueda. Ah, bonjour Joe, au fait je m'appelle Christian. Oui. Mais il faut rien dire. Non, pour l'instant, c'est Joe qui parle tout seul. Même si vous posez une question, ne répondez pas. Chris K. Gueda. Expert en leadership transformationnel, business builder, certified trainer, projet Makaga. Et ça fait beaucoup, hein. Ah, c'est... Et on a juste coupé. On a juste coupé. Alors, parler de vous, Chris, c'est parler d'une fulgurante histoire. C'est justement faire allusion au dynamisme, au caractère visionnaire de l'ascension d'un homme, d'un entrepreneur qui a une passion ardente pour le leadership transformationnel et la formation managériale. Oui, parler de votre personnalité, décrire l'homme, c'est faire le portrait robot d'une personnalité qui a une carrière sculptée dans la rigueur, le travail, la quête de la connaissance et des formations, avec au résultat un parcours prestigieux qui s'est plus ou moins forgé au cœur des nations les plus grandes, les nations anglo-saxonnes, entre l'Amérique et l'Afrique du Sud. Voilà. Et il faut le dire, hein, vous avez travaillé vraiment avec les plus grands, par exemple AIG des États-Unis, le colosse donc de l'assurance et la réassurance. Vous avez travaillé avec Toyota et à chaque fois vous avez été salué pour un style managérial percutant et des méthodes avant-gardistes qui ont toujours produit des résultats juste incroyable. Et parce que vous croyez en votre pays, le Cameroun, et en Afrique en général, vous avez signé un retour, on va dire, tonitruant. Par exemple, avec la télévision, vous êtes, on va le dire, hein, dans la sous-région Afrique centrale, au moins le tout premier à avoir initié une télé-réalité axée business, qui vous avez pensé comme étant une plateforme permettant de promouvoir l'initiative d'entreprise et justement le génie, le travail auprès des jeunes. Parce que vous êtes un patriote et que vous avez besoin donc d'influencer directement le tissu économique de votre cher et beau pays, le Cameroun. Vous êtes dirigé directement vers l'ECAM, donc qui est le patronat des petites et moyennes entreprises, avec quelque part M. Célestin Tawamba, quelque part M. Proter Ayangma pour diriger les soirées de leadership de la plateforme. C'est vous également. Et l'agence AC, c'est également vous, avec un rayonnement au-delà du Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Bénin, Afrique du Sud, Nigeria, Ghana, et j'en passe. Donc on a dit tout à l'heure, business builder, oui, un expert du leadership transformationnel, d'accord, mais surtout quelqu'un qui pense le Cameroun comme certains ont pensé l'Afrique, comme pensé l'Amérique. C'est-à-dire on disait Make America Great Again, et vous pensez à Make the Cameroon Great Again, une initiative qui est citoyenne, indépendante, apolitique et qui promeut principalement la paix pendant les périodes électorales, mais surtout de dire aux jeunes Camerounais et Africains qu'en réalité c'est vous qui décidez de votre destin, de votre avenir, si vous avez connaissance de la puissance qu'il y a derrière votre vote. Donc, pas besoin de faire du bruit, pas besoin de faire du désordre, surtout besoin d'être clairvoyant et outillé pour scruter toutes les propositions politiques des différents candidats, de les regarder précisément et de voter. Donc, Monsieur Chris Gueda, bienvenue sur cette commande. Eh oui, Chris K. Gueda est notre invité ce soir. On va regarder quelques images avant de lui dire bonsoir. Barack à la Maison Blanche, les attentes des Africains sont multiples. Christian Gueda est un Camerounais vivant aux États-Unis d'Amérique. Il est le promoteur d'African Leadership Connection. Vivant au pays de l'oncle Sam, il a une autre perception de ce que devraient être les attentes des Africains. En tant qu'Africain, je suis honoré de savoir qu'un Noir américain serait prêt d'accéder au fauteuil prestigieux de président des États-Unis. Toutefois, je dis également qu'en matière de diplomatie, il ne faudrait pas confondre la diplomatie, ce n'est pas la mendicité ou de la charité. Barack Obama va certainement préserver d'abord les intérêts des États-Unis à travers le monde. Bon, c'est vrai qu'il a un parent biologique qui est moitié africain, mais en tant qu'Africain, je pense qu'on ne doit pas rester dans une attente quelconque de la part de Barack Obama. Quels sont les leviers sur lesquels on devrait actionner pour amorcer justement cette prospérité de façon visible? Les activités de ALC sont divisées en deux grandes catégories. Premièrement, les séminaires sur l'entrepreneuriat qui ont pour but d'équiper, de doter les entrepreneurs des connaissances nécessaires leur permettant de gérer un projet d'entreprise. L'idée derrière, c'est tout simplement de susciter un état d'esprit de patriotisme, de mérite et surtout d'innovation dans le centre de l'entrepreneuriat. De l'autre côté, nous avons également les séminaires sur le leadership. Au niveau de ALC, nous pensons sincèrement que les Africains sont des grands hommes. Mais le problème avec nous, les Africains, c'est ce qui arrive aux Africains, la faute revient justement à ces Africains. C'est comme ça que vous analysez l'absence de leadership. Qu'est-ce qu'il veut spécialement exprimer?
Écoutez, en tant qu'Africain, je suis déjà très honoré de savoir qu'un noir américain a été porté à la Maison Blanche. Mes chers frères et sœurs, bonjour. Je m'appelle Christian Gueda. Je suis un citoyen camerounais engagé qui aime beaucoup son pays. Comme vous, j'aspire au changement. Un changement par la force des urnes. L'histoire nous enseigne que les grandes nations ne se bâtissent pas uniquement par des discours, mais par des actions courageuses, l'engagement et le leadership de grands hommes et de grandes dames, tous déterminés derrière une vision commune. Let's make Cameroon great again. Hey, bonjour à tous, bonjour chers messieurs. Comment vous allez ce matin? Très bien, très bien. Écoutez, je suis Monsieur Gueda. Je représente la plateforme citoyenne Magaka, Make Cameroon Great Again. C'est une plateforme qui a pour but de conscientiser nos frères, nos concitoyens sur le droit de vote, mais davantage les inviter à pousser leur curiosité sur le projet politique des candidats de leur choix. Est-ce que vous avez déjà lu le projet politique du candidat de votre choix? Pas encore. Qu'est-ce que vous attendez du futur président? Moi, pour le développement du pays, vous constatez même d'abord que même à l'heure actuelle que nous devons voter, oui. On dit que le vote est dehors. Regardez l'état de route en pleine ville, comme voilà. Bonjour, comment vous allez? Bonjour. Qu'est-ce que vous attendez du futur président de la République? S'il faut rentrer dans les détails, il y a beaucoup de choses à faire. Si je devais résumer ça en un seul mot, il faudrait que le futur président essaie de relever le niveau de vie du Camerounais lambda. Pour ne pas être trop long, allez-y. Je vous proposerai un Camerounais, un champ pour combattre l'autosuffisance alimentaire. Qu'est-ce qui a développé les États-Unis? Qu'est-ce qui a développé le Brésil? L'agriculture. Nous manquons les terres? Non. Bon, qu'est-ce qu'il faut alors? Est-ce que vous avez lu, n'est-ce pas, le projet politique de votre candidat de votre choix? Parler politique, je ne connais rien politique. Mais je veux vivre les réalités des autres. Bonjour à vous, bonjour. Comment vous allez? Très bien. Merci de nous accueillir chez vous. Alors la question que je voulais vous poser, c'est que est-ce que vous avez déjà un candidat de votre choix pour l'élection présidentielle à venir? Oui. Ah super, génial. Est-ce que vous avez déjà lu, n'est-ce pas, son programme politique? Vous avez déjà lu? Oui. J'ai eu affaire à son programme politique. Génial. Ouais. Non, pour dire le programme politique actuellement, je vais encore pris la peine de parcourir tous les programmes politiques parce que nous avons un souffle, nous sommes abattus. Vous êtes abattu? Parce que la loi au Cameroun n'est pas dit, le droit n'est pas dit. Ok. Il y a trop d'injustice. Du coup, ça nous décourage parfois. Qu'est-ce que vous attendez du futur président? Voilà quelques extraits, voilà de notre cher invité de ce soir, Chris Gueda. C'est comment? On est là. C'est pas possible. On est là. Je suis très content d'être là. Bonsoir, merci d'être écoutez, là. c'est un retour à la maison. Je suis très ému. Avoir une vidéo de 17 ans. 17 ans, oui. Je pense que la maison a pris du volume. C'est toujours un plaisir de revenir ici. Merci et surtout merci de me recevoir dans l'émission. C'est comment? C'est comment? Oh, c'est Dio qui a la première. Question, Dio va se partager les questions. Oui, je ne sais même pas comment la poser. Hein. C'est-à-dire que quand on vous voit, on n'a pas l'impression que vous avez été jeune un jour. Hein. C'est-à-dire que je fais attention, je suis sensible, je vais pleurer. Hein. Alors, si on revient, je ne sais pas, 30 ans ou 40 ans en arrière, donc vous, très très jeune, peut-être même au début de l'adolescence, à ce moment-là, qu'est-ce qui vous passionne et pourquoi? Écoutez, merci pour votre question. Joe, écoutez, je n'ai pas eu une enfance facile. J'entends par là que j'étais un enfant très troubleur. Mais pas non plus un enfant bête, si vous pouvez le dire, quoi. J'étais un enfant brillant, mais qui aimait les choses hors du commun. J'aimais prendre le risque. La passion pour l'entrepreneuriat ou pour le leadership, c'est quelque chose qui a toujours été en moi. Inné, quoi. Je me suis toujours senti comme entrepreneur. J'ai eu la chance de grandir, je suis né avec un père qui était extraordinaire, Robert Gueda. Mon père grandissant nous disait, mon fils, dans l'humilité profonde, il faut jamais avoir peur de ta grandeur. Donc j'ai grandi avec ce genre de principe, de témérité, ce principe de leadership. Ça a formé ma personnalité. Donc si vous voulez, je sors d'une famille de leaders, mais je sors également d'une famille où, si vous permettez, on s'exprime relativement bien.
Oui. Et je pense que chemin faisant, je pense que j'ai appris à faire des erreurs, à les corriger, et je continue à en faire. Et je pense que si vous demandez une liste de mes défauts ou bien de mes travers, mon lessive, la liste est exhaustive. Bon, on apprend chaque jour. On apprend chaque jour. Thank you so much. Eh bien, comment fais-tu ton entrée dans le milieu? Par quoi passes-tu dans ce milieu autour de la formation en leadership, en management? Comment tu te retrouves dans ce milieu? Bah, écoutez, merci pour la question, Joyce. Je pense que comme je suis un passionné, j'aime transmettre. C'est l'une de mes passions. Je pense que ça fait partie également de mes talents. Je pense que je retrouve beaucoup, si vous voulez, de l'émulation, du bonheur, à savoir qu'il y a une transformation chez les gens. Donc après une carrière professionnelle assez garnie, j'ai commencé par prendre des cours très intensifs à le Dale Carnegie Institute en Amérique, où j'apprenais, si vous voulez, à des chefs d'entreprise, à des leaders politiques, à des leaders de PME, à comment communiquer ou encore comment gérer leur structure. Et c'est là où j'ai dû tomber, si vous voulez, amoureux du leadership transformationnel. J'ai également pris des grosses formations avec Tony Robbins en Amérique, qui sont des grands entrepreneurs dans le monde entier, qui consistent un peu à vous donner la force, à surmonter certaines épreuves, mais surtout à faire face aux difficultés qui sont les vôtres. On vous apprend tout simplement que le succès n'est une partie, l'échec fait partie d'une partie sine qua non, tout simplement du succès. Vous ne pouvez pas réussir sans faire d'erreur, sans faire d'échec. Donc, si vous voulez, le leadership transformationnel, vous voyez, c'est la capacité de faire des choses difficiles en confrontant tout simplement ces échecs. Ça veut dire tout simplement que vous allez faire des erreurs, mais maintenant il faudrait qu'on les corrige de manière progressive, de façon indubitablement, vous allez en faire. La vie, c'est un événement certain, on ne sortira pas de ce monde vivant, on va certainement mourir, mais avant de mourir, il faut... par exemple, de développement personnel et principalement du leadership. Moi, je veux savoir, en quoi est-ce que c'est important et fondamental d'apprendre, c'est-à-dire que de connaître les fondamentaux ou alors de se transformer en leader, si on peut dire ça. Écoutez, la position d'un leader, c'est une position inconfortable. Le succès, c'est pas dans le confort. Les personnes qui cherchent à être dans un confort, le succès, c'est pas pour eux, le leadership, c'est pas pour eux. Alors, voyez-vous, il y a deux approches qui sont très importantes chez un leader. Vous avez la première, si vous voulez, c'est la capacité tout simplement d'avoir la discipline. La discipline est un élément essentiel dans le leadership. Elle va au-delà de la motivation. Vous savez, la motivation, Joyce, elle est éphémère. Vous êtes motivé un jour, le lendemain, vous ne l'êtes pas. Par contre, quand vous êtes discipliné, vous faites certaines choses chaque jour, qu'il pleuve ou qu'il neige ou qu'il fasse soleil, vous devez le faire, c'est la discipline ça. Et vous verrez que la majorité des personnes qui ont accompli des choses extraordinaires dans le monde étaient des personnes hyper disciplinées. Et le deuxième volet que vous le passez, c'est la distraction. Il faut manager les distractions. Distraction, ça veut dire tout simplement que l'oisiveté, la peut-être aller dans les bars tous les jours. Par exemple, moi je suis Camerounais, vous savez au Cameroun, dans chaque quartier, chaque 100 mètres, il y a un bar. Un bar, Et c'est la distraction. Quand vous êtes un leader, vous devez apprendre à canaliser cette énergie de distraction. Donc vous devez savoir quand sortir, quand ne pas sortir. Vous devez savoir comment limiter ou bien gérer également votre vie maritale. C'est très important parce qu'un leader, tout simplement, c'est quelqu'un qui soigne ses plaies par anticipation pour éviter que certaines choses n'arrivent. La réalité, c'est quoi? C'est que la vie est dure pour tout le monde. Et on s'en fout. On s'en fout que vous vous plaignez ou pas, que la vie soit dure pour vous. La vie a besoin des gens qui prennent leur destin en main. L'une des choses qui est très importante ici, c'est la suivante. Les gens ont peur. Et les gens ont peur de qui? D'eux-mêmes. Peur d'eux-mêmes. Peur d'eux-mêmes, parce que tout simplement, quand vous commencez un projet entrepreneurial, l'une des grandes causes pour lesquelles les gens ne commencent pas l'entrepreneuriat, c'est la peur de l'échec. C'est ça. Rassurez-vous, vous allez échouer. La vie, si vous voulez, c'est 10% ce qui vous arrive et 90% de comment vous réagissez. Alors, ça veut dire que si on vous dit, écoutez, c'est la fin, le leadership, c'est pas pour les quitters. Not for people that are quitting. Sorry to speak back in English. Mais tout le monde ne peut pas être leader, on est d'accord. Je pense que les gens ont la capacité de l'être. Vous voyez un peu. L'une des réalités, c'est qu'on est parfois programmé à ne pas l'être. À ne pas l'être. Vous voyez, on est programmé. Dans certaines écoles anglo-saxonnes, il y a des accents particuliers qui sont mis pour développer, pour susciter la fibre leadership.
dans les programmes, excusez-moi, francophones, à écouter les contes de Mamadou Koumba, de Bineta, beautiful. Mais je ne pense pas que ça nous amène quelque part. Alors vous verrez que tout simplement que les personnes qui ont un parcours anglo-saxon, tout simplement, ont une approche très pragmatique de la vie, la capacité tout simplement de confronter certaines solutions et d'apporter des solutions. Vous ne pensez pas? Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Tu as un peu répondu à la prochaine question, hein, le regard que tu portes de manière générale sur le développement personnel des Camerounais. Merci. Écoutez, je pense qu'on n'a pas le monopole de la perfection. Je pense que les Camerounais apprennent tous les jours. Mais si vous voulez, c'est un peu la responsabilité politique, tout simplement, d'éviter qu'il y ait les bars dans un coin. Et il n'y a pas de pays africain. Donc si on enlève les bars, le développement personnel grandit, c'est ça? Non, je ne dirais pas jusqu'à là, mais je pense qu'il faut donner aux gens la possibilité vraiment de se détendre. Mais je ne sais pas un pays. Écoutez, j'ai la chance de voyager en Afrique et avoir des sociétés dans certains pays africains. Je ne sais pas s'il y a un autre pays en Afrique où il y a autant de bars. C'est impressionnant. Côte d'Ivoire, c'est pas comme ça. Abidjan. Ah non, Abidjan, c'est ma deuxième nation. Écoutez, c'est vraiment ma deuxième nation. On veut savoir si c'est pas notre frère jumeau. Je dirais non. Je pense que les Ivoiriens et les Camerounais ont beaucoup en commun, mais je pense qu'en matière de bar, on a le leadership. En matière de bar, on est leader. Je pense qu'on va dire que... Là, on a le leadership. On a le brassard, quoi. Oui, on a le brassard. On est à la Champions League. Qu'est-ce qui manquerait à cette construction du développement personnel chez les Camerounais? Parce qu'il peut y avoir des bars et on n'y va pas. Hein. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a des bars qu'on doit y aller en même temps. Si on a une force de leader en nous, qu'est-ce qui est à aller tous les jours au bar? Voyez-vous, le leadership, c'est personnel. Voilà. C'est personnel. Vous savez, on ne choisit pas sa famille, on est né quelque part. Mais vous choisissez qui vous voulez devenir. Il y a des circonstances de la vie, il y a des situations difficiles. Et vous vous rendez compte que les personnes qui ont eu des moments très durs dans un moment, un sursaut d'orgueil, ils se lèvent, quoi. Et ils se disent, écoutez, un leader est formé quand il dit, écoutez, voilà une telle situation, on va avancer comme ça. C'est ça le leadership. On avance. Vous voyez un peu. Quand vous voyez, excusez-moi peut-être de faire un peu un clin d'œil, quand vous voyez l'élection présidentielle, il y a des leaders. Mais il faut des leaders transformationnels. C'est quoi la différence entre un leader transformationnel et leader transformationnel? Un leader transformationnel, Joe, si tu veux, c'est pas des gens qui ont des projets où ils vous disent des balivernes. Qu'est-ce que j'entends par là, quoi? Je vous donne un exemple. On pense que tout le monde dit des balivernes. Ils disent les balivernes, mais écoutez... Il paraît que c'est ça le jeu aussi, il paraît. C'est un jeu, mais la seule différence, qu'on ne joue pas avec la vie des Camerounais. Vous savez, la fonction présidentielle, c'est l'une des fonctions les plus importantes qui puissent exister. Il suffit pas de venir sur un plateau de télévision comme moi et de parler relativement bien et que les gens disent que lui il est présidentiel, mais il ne faut pas blaguer, la vie c'est plus sérieux que ça. J'en connais qui disent en ce moment que voilà notre président. Ah non, je pense qu'il se plante un peu, quoi. Je ne suis pas en train de dire que je n'ai pas les capacités managériales. Ma vision elle est ça. Moi j'ai toujours pensé que le Cameroun fait face à des énormes défis. Nous avons la crise anglophone. Je pense qu'un Camerounais sur 4 vit avec 1200 CFA par jour. On a moins de carrières. C'est compliqué. Donc, c'est difficile de voir quelqu'un qui n'a jamais rien accompli, n'est-ce pas, et venir vous dire, je vais changer certaines choses par une baguette magique. Vous voyez un peu? Donc, moi, je suis quelqu'un qui croit aux primaires. Parce que les Camerounais sont brillants. Les primaires, c'est quoi? C'est de ramener les gens autour du table. Par exemple, vous voyez les leaders, les candidats à l'élection présidentielle. Demandez-leur de faire un débat tous. Ils vont refuser. They don't care, ils s'en foutent. Pourtant, les Camerounais aiment débattre. Mais les Camerounais aiment débattre. Si vous demandez, écoutez, vous demandez à M. Joshua aussi, à M. Cabral Libi, à M. Chirouma, au président Bia, je ne sais pas encore, asseyez-vous et discutez. On va faire un débat. Un débat sur lequel, n'est-ce pas, on va le faire à Canal 2. Un débat sur lequel vous allez parler tout simplement, vous allez confronter vos idées. Parce que c'est bien beau de parler, la coalition, parfois aller s'insulter les uns des autres, tout simplement, quoi. Ça ne nous aide pas. Vous voyez un peu? Vous savez, les Camerounais font des choix, n'est-ce pas, de trois manières. Premièrement, par proximité tribale ou communautaire. Deuxièmement, les Camerounais font des choix également pour des raisons pécuniaires, pour le vin. Ensuite, troisièmement, vous avez les Camerounais qui sont un peu sensés, qui se disent, écoutez, je veux bien que la qualité de vie qui est la mienne s'améliore un tout petit peu et que quand même que la société dans laquelle je vive avance un peu. C'est un pourcentage. Mais la majorité de Camerounais, accrochez-vous, vont à l'élection voter pour des programmes politiques. Ils ne savent pas pourquoi ils votent. Ils ne savent pas, c'est vrai. Ils n'ont pas lu de programme, c'est-à-dire que sur 10 Camerounais, vous avez un seul qui a lu un programme, et encore,
C'est tant mieux là parce qu'on va entrer dans le projet Makaga. C'est quoi vraiment le projet Make Cameroon Joyce, I mean, thank you so much. I think Makaga, make Cameroon great again. I mean, very simple. Ça veut dire que c'est pas great en ce moment. Hein, well, I mean, I think that, je pense qu'on a été great. Je pense que dans le passé, je pense que mes parents nous disaient, c'est-à-dire le Cameroun donnait de l'aide à des pays comme la Corée du Sud et pas mal de choses. Donc le Cameroun a été grand. Voilà. Et je pense que il faut pas non plus avoir peur de la grandeur des Cameroun. Nous sommes des personnes très intelligentes. Parfois même un peu. C'est ça notre problème aussi. Un peu arrogant, si les bons. Vous voyez. Mais parce qu'on sait qu'on est intelligent, on devient arrogant. C'est pas une force chez nous. Non, vous voyez un pas peu. Du tout. Mais moi, je suis davantage convaincu que il va falloir que les hommes du secteur privé rentrent en politique. C'est pas déjà le cas? Alors, je pense que les politiciens qui sont là, je pense que j'ai plutôt l'impression qu'ils ne mesurent pas la profondeur de certains problèmes. Je vais vous donner un exemple qui est pertinent. Vous avez un pays voisin qui est le Nigeria, qui a un marché de plus de 270 millions. Vous voyez un peu? Mais je ne vois pas le candidat qui dit attaquons ce marché. Je vais vous dire une chose qui est simple. Les grandes nations, Joyce, ont des grandes marques. Les États-Unis ont quoi? Coca-Cola, Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook. C'est des compagnies qui font des 450 milliards de dollars l'année. Au Cameroun, on a quoi? Rien. Alors, en Afrique du Sud, vous avez encore des compagnies, des Africains sud-africains, quoi? Ils ont MTN, ils ont The Tiger Brand, ils ont DSTV. Les Nigériens ont quoi? Ils ont des banques. Est-ce que vous connaissez un Camerounais qui a une banque au Nigeria? Give me an example. Ça n'existe pas. Vous savez pourquoi? Limited vision. Il n'y a pas la vision nécessaire. Vous voyez? Et je pense que le jour où davantage on aura un leader transformationnel qui va dire, écoutez, on va faire un positionnement pour le Cameroun. Par exemple, le Cameroun va être le pays où on fait tout simplement la production des voitures dans tout le monde entier. C'est suffisant pour gérer tout le monde. Mais ça demande des hommes et des femmes courageuses. Et de la formation. Il faut du courage. Il faut du courage. Vous savez, aller sur un plateau de télévision et tenir des propos sympathiques, everybody can do it. You know what I mean? Everybody can do it. Mais je pense que la capacité d'implémenter, n'est-ce pas, c'est important. Vous savez, le succès n'est pas spontané. Ça n'a jamais été spontané. Vous savez, le succès, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation. Et vous devez être préparé. Vous devez faire des erreurs. Vous devez échouer. Le plus important, c'est comment vous vous levez. Il faut jamais perdre, il faut jamais baisser les bras. Il faut continuer à se battre jusqu'à la fin. C'est ça le leadership. Alors, Makaga, d'où est partie l'idée de mettre ça sur pied? Mais Makaga part de l'idée tout simplement du fait que moi, je suis Camerounais et j'adore mon pays. Je suis un citoyen engagé. D'accord. Alors, j'essaie de poser des questions. Je me dis, écoutez, vous allez voter qui? Alors, vous entendez les gens qui votent uniquement pour la fibre tribale. L'autre dit, écoutez, moi, j'attends qu'on me donne mon argent, tout ce que ça comporte. Alors, en tant que citoyen, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? C'est ça la responsabilité d'un citoyen. Qu'est-ce que tu fais? On vous dit, n'attendez pas, les personnes que nous attendons, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est nous-mêmes. Alors je lance ce projet-là, je commence à voir des amis qui disent que c'est super génial, on commence à faire des publications. Mais c'est quoi exactement le projet? Le but, Joyce, si tu veux, c'est de conscientiser les Camerounais sur les projets politiques des candidats. Alors, c'est une initiative qui part d'une analyse tout simplement du comportement du citoyen camerounais vis-à-vis ça n'intéresse pas, en fait. Vis-à-vis des élections. Mais vous savez, aux États-Unis, quand quelqu'un va aux élections, il connaît le programme. Ici, les gens, l'une des raisons pour lesquelles les politiciens s'en foutent, ils n'ont pas d'engagement. Il vous a dit qu'il voulait quoi de vous? Rien. C'est ça. He doesn't know. C'est-à-dire que le gars dit, bon, on m'a voté, je ne sais pas pourquoi on m'a voté, quoi. C'est-à-dire que, mais si par contre, les gens lui disent, écoutez, moi dans mon quartier, il y a la poubelle, il y a la voirie, il y a machin, moi je te vote pour ça. Et que tu me dis, par exemple, il y a une chose, moi par exemple, je suis un candidat, là j'ai ma carte d'électeur, je vais vous avouer que je n'ai pas encore choisi mon candidat. Ah non, je n'ai pas encore choisi. Moi, je voudrais un candidat. Moi, je crois fermement que les Camerounais sont des grandes dames. Je voudrais l'un des candidats qui dit, moi, président, je nommerai une femme première ministre compétente. C'est ça les décisions d'un leader. C'est pas une société de machos où certainement reconduit vous prendre 40 hommes, n'est-ce pas? Il y aura 39 hommes. Oui, c'est ça. Ouais. Je ne sais pas si vous comprenez. On comprend très bien. Mais je vais demander, est-ce qu'un programme comme Makaga dans Make Cameroon Good Yes, sir.
ne fonctionnerait pas mieux, par exemple, dans le cas des élections locales? Parce que l'élection présidentielle elle est supranationale. Voilà. Or, sur une élection locale comme la désignation du maire, on a des problèmes spécifiques qui nous sont adressés. Joe, écoutez, votre question, je pense qu'elle vient à point nommé. Je pense qu'il fallait commencer quelque part. Sur la première phase, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'il fallait conscientiser les gens, n'est-ce pas, sur les projets des candidats, n'est-ce pas? La deuxième phase va consister en quoi? Nous allons demander aux gens de recenser les difficultés qu'ils font face dans leur quartier ou dans leur commune. Et maintenant, qu'ensemble, qu'on vienne pour se battre pour ces idées-là. Qu'on fasse un certain suivi. D'accord, vous êtes comme un trait d'union entre les populations et les élus, alors? À peu près. À peu près. Ouais, à peu près. Disons qu'on a un mouvement, je pense, un mouvement citoyen. Oui. Et je pense qu'on croit tout simplement qu'on veut donner la responsabilité aux politiciens de leurs engagements. De leurs engagements, d'accord. Alors, si vous dites que vous êtes maire et que vous dites, écoutez, je veux faire tel promet et que vous ne le tenez pas, ben, que la prochaine fois, j'ai quand même un track record, I won't vote for you. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez faire un rapport de toutes les promesses et puis voir à la fin avec le peuple que voilà, ça il n'a pas fait, ça il a fait. Vous allez faire ça? Je pense que à Makaga. Absolument. La deuxième phase, Joyce, si vous voulez, c'est un suivi, n'est-ce pas, du projet politique. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'à tel instant, on va dire, écoutez, le candidat tel avait dit a gagné. Il a dit qu'il a fait 1, 2, 3, 4. L'autre a dit, donnez-moi 100, je vais faire tel milliard. Voilà. L'autre a dit, fais maintenant tantôt. Il faut le rendre accountable. Ah, ok. Vous voyez un peu? Et nous allons continuer à publier. L'idée pour nous ici, si vous voulez, c'est d'appeler les Camerounais vraiment à rejoindre ce mouvement citoyen qui est apolitique. Ici, on veut mettre au centre de l'intérêt le mérite et non l'appartenance tribale. Vous savez, on est né quelque part. On ne choisit pas ses parents. Ok? Si nos parents avaient des problèmes tu es de tel village, tu es de tel machin, nous, on serait pas là. Hein. Excusez-moi, on s'en fout, ok? Alors que moi, j'ai des frères de tout horizon, ok? Ce qui nous intéresse, c'est la connexion. Vous voyez, la force d'une nation, Joe, la force d'une nation, vous voyez, c'est la diversité de sa communauté tribale. Mais également, c'est la mutualisation de ses intelligences et de ses compétences. Mais davantage, l'exécution d'un leadership fort. Fort, d'accord. That's what we need. Et je pense qu'il y a des Camerounais qui peuvent le faire. Qui peuvent le faire. Comment concrètement on va évaluer cet impact, l'impact de Makaga sur le terrain? Comment ça évalue? Là, on vous a vu sur le terrain, vous, carrément. C'est comme ça que ça va se passer? Vous serez toujours là? Écoutez, je pense que nous avons davantage des gens, des bénévoles. D'accord. On appelle les agents du changement, qui sont des personnes de bonne foi, qui mettent de côté leur casquette politique, n'est-ce pas? Leur casquette tribale, et qui viennent dans la République. D'accord. Alors, si vous voulez faire le village, tout ça, allez faire ça au village. Ici, on rentre dans la République. Et dans la République, c'est une question de compétence, d'apporter tout simplement qu'est-ce qu'on peut faire pour le pays. Comment on fait pour vous avoir, pour adhérer? Écoutez, on a les plateformes. Nous sommes sur Insta, sur Facebook, sur les sites où vous pouvez enregistrer. Il y a un Google Form, mais on demande aux gens d'enregistrer avec un projet qui le tienne à cœur. Parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de venir dire je vais participer. Dites-nous dans votre communauté. Quels sont les changements que vous souhaiterez faire? Là, écoutez, je pense qu'en 2 semaines, mais c'est impressionnant, on a plus de 1000 adhérents. Ah oui, on a plus de 1000 adhérents en 2 semaines. C'est la preuve. Et leur travail, ça va consister à quoi? Pour l'instant, on échange avec ces personnes-là pour leur demander exactement quelles sont vos aspirations. Et de plus en plus, vous avez des personnes qui vous disent, écoutez, on doit se positionner pour les élections législatives, pour la mairie, tout ce que ça comprend, et ainsi de suite. On leur dit, écoutez, notre programme, il est ça. Première approche, n'est-ce pas? Conscientiser les Camerounais sur les projets de société. Comprendre le pouvoir du vote. Et deuxième phase, le suivi et l'implémentation des promesses du candidat. D'accord. Vous savez, la politique, c'est pas un métier pour tout le monde, hein. C'est pas un métier pour tout le monde, quoi. On se révèle pour ne devient pas politicien, quoi. Moi, j'ai été formé aux États-Unis. La politique chez nous, c'est la création d'une communauté, connaître la problématique de ces communautés-là et se battre pour cette communauté. Et chez nous en Afrique, c'est d'aller à la télévision et d'insulter les gens. Les autres. À la fois, on dit, lui, je pense qu'il est intelligent. Qu'est-ce qu'espère Monsieur Gueda aujourd'hui pour les jours à venir?
Bah écoutez, déjà je vous dis merci de me recevoir. L'espérance que j'ai, c'est que ce mouvement citoyen puisse avoir l'adhésion d'un maximum de personnes. D'un maximum de personnes qui croient que le Cameroun nous appartient à nous tous, peu importe où on est né. On n'a qu'un seul pays. Et je pense que la seule chose qu'on peut faire, c'est de donner. C'est de donner. Et quand vous donnez, vous en recevez. Vous recevez. On est en compagnie de Chris Kegeda. Tu ne vas pas partir, tu vas rester avec nous. On va attaquer une rubrique qui traite des problèmes sociaux. Et là, c'est un problème social lié au digital. On va y aller tout de suite parce que le thème, il est très clair. Votre enfant fait le buzz sur la toile à cause d'une vidéo faite avec ses amis alors qu'il était saoul. On parlait de bar tout à l'heure. Votre fils, donc, se fait harceler sur la toile, principalement lui. Comment est-ce que vous réagissez? C'est la question que nous avons posée à quelques personnes. Donc, réfléchissez aussi parce qu'on va vous poser la même question. Comment vous faites si votre fils se retrouve harcelé sur le digital, donc sur les réseaux sociaux, à cause d'une photo ou d'une vidéo où il est malheureusement saoul avec ses amis, et malheureusement c'est lui qu'on attaque, peut-être parce que vous parents, vous êtes une personnalité publique, ça peut arriver, hein. Donc on a un tu veux que tu commences, allez, le mailing, on y va avec le super fan Patrice Nietzsche. C'est comment? On est là. Dans une situation où mon fils, devenu une star des réseaux sociaux, voit une vidéo de lui ivre publiée par un tiers, ma première réaction en tant que parent est de le soutenir moralement afin d'éviter qu'il sombre dans la dépression ou l'isolement. Je m'assure qu'il reste entouré de personnes bienveillantes. Ensuite, j'interviens pour faire supprimer la vidéo sur les différentes plateformes. Dernier né, c'est comment? On est là. Dans ce genre de situation, seuls les soutiens moraux et psychologiques peuvent l'emmener à se relever. Et surtout l'emmener à faire d'autres activités qui peuvent lui permettre de s'évader un peu, en l'occurrence le sport. Bamba Soulé. Alors, il y a, en tant que parent... en tant que parent, ok, vas-y. Oui, donc ça. Il y a également ce qui est passé. C'est Chris B. Chris B. Donc, en tant que parent, voir son enfant devenir la risée d'Internet, c'est un choc. Mais avant tout, il faut garder la tête froide. Je ne commencerai pas par le juger, parce qu'à cet âge, on fait tous des erreurs. Le plus urgent, c'est de protéger son moral et de stopper le harcèlement. Signaler les contenus, contacter la plateforme, voir les autorités si nécessaire. Ensuite, je prendrai le temps de parler avec lui parce que derrière chaque buzz, il y a une blessure, une honte, une leçon. Je lui expliquerai que l'alcool et les réseaux sociaux sont un mélange dangereux et que sur Internet, rien ne disparaît jamais. Enfin, j'en profiterai pour sensibiliser d'autres jeunes qu'ils sachent qu'une minute de bêtise peut ruiner des années d'efforts. Voilà. Ils sont intelligents. Super avis de Chris B. Bravo Chris B. Avant de revenir à d'autres invités, on va écouter quelques personnes rencontrées dans les rues de Douala. C'était au micro de Haroun Nazira. Le fait de se faire harceler par les gens, la cybercriminalité, tu ne peux pas peut-être changer le fait qu'il se fait harceler. C'est à un fait, c'est à ça. La seule chose à faire, c'est peut-être demander à l'enfant de rester en retrait, c'est-à-dire loin des réseaux sociaux, parce que plus il reste face à cela, plus il voit les insultes et plus il est traumatisé. En tant que parent, je peux juste le conseiller de ne plus refaire des erreurs pareilles, de ne plus se confier aux réseaux parce que les réseaux l'ont déjà mis à dos. Il n'était pas agréable dans la vidéo, non? Il est normal que les gens commencent à réagir. Oui, c'est ça. Donc si vous allez à Facebook, vous allez faire du n'importe quoi. Vous n'allez pas interdire aux gens de réagir. This our world today, we call it Android world. You have to receive so many insults. There are children that they don't when the parent talk to them, they don't want to understand. But when you allow the public insult, he or she will learn alone. En général, a priori, on va lui dire de ne pas continuer à le faire. Mais on sait aussi que les réactions des gens correspondent à des tranches d'âge. Par exemple, madame, vous verrez que tous les aînés vont dire aux plus jeunes, qu'à votre époque, nous on faisait comme ça a changé aujourd'hui. Alors que moi, je me rappelle qu'il y a 30 ans, quand j'étais au lycée de Bafoussam, nos aînés nous disaient la même chose. Je pense que tout le monde réagit de la même manière, à la même tranche d'âge, je veux dire. Sauf que les gens réagissent selon les moyens dont ils disposent. Aujourd'hui, ils ont par exemple les portables que nous n'avions pas. Nous, on avait les magnétophones que nos parents n'avaient pas. Mais nous, ils nous critiquaient. Je suis sûr que les parents les critiquaient.
bien sûr, on doit dire à un enfant de ne pas trop s'exhiber parce que ça peut compromettre son avenir professionnel et tout ça. Mais en général, on doit comprendre aussi qu'ils sont à une tranche d'âge qui sont différentes des nôtres et que l'on doit tolérer certaines choses tout en les encadrant. Ah, il est gentil le papa, hein. Alors, notre invité, qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'il ferait? Joyce, c'est un sujet qui est très délicat. Et pour les parents qui me regardent, je souhaiterais vous véhiculer ce message. L'éducation de votre enfant, c'est la chose à laquelle vous devez tenir le plus. Votre enfant, c'est pas votre ami. Vous devez l'éduquer. C'est ça. L'éducation, si vous l'éduquez pas votre enfant, guess what? Le monde va l'éduquer. C'est ça. Guess what? Yeah. Ouais. Seriously. Si vous n'éduquez pas votre enfant, le monde va l'éduquer. Donc, si votre enfant arrive sur les réseaux sociaux, vous voyez un peu, les parents doivent apprendre à dire non. You have to do that. Parce qu'après, c'est très compliqué. On va apprendre ça où? Par les parents. Les parents, parce qu'à l'école... Non, je dis que les parents qui ne savent pas dire non. Je dis que c'est par toi. Vous savez, dans le temps, Joe, ça dit que nous grandissons à Yaoundé, il y avait les oncles. Un oncle pouvait te voir dans la rue et quand tu avais un comportement, une image qui laissait à désirer, il te cognait à la tête et demandait de rentrer à la maison. De nos jours, ce n'est plus le cas. La responsabilité est d'abord parentale. Parce que voyez-vous, avec le monde de globalisation et la force des réseaux sociaux, personne ne peut passer outre. Vous êtes la personne, vous êtes le résultat de ce qu'on vous a inculqué. Vous êtes le résultat de ce qu'on vous a inculqué. C'est ça. Alors, si les parents ont démissionné de ce rôle-là, ça va aller à volo. Je vais vous donner un exemple particulier. Chez nous, en Afrique, il y a un accent particulier qui est mis sur l'éducation de la femme et non de l'homme. Oui. L'homme a 15 ans, il amène sa petite amie à la maison et tout le monde dit « Ah, il a une copine !» On est content. On est content. Ben oui. Mais il y a un accent particulier qui est mis sur l'éducation de la jeune fille. On doit faire attention à l'éducation des hommes. C'est très important. Parce que, que vous le vouliez ou pas, je pense que les hommes sont des leaders. Mais les femmes, excusez-moi de le dire, sont plus intelligentes que nous. Excusez-moi de le dire, c'est un peu... Non, c'est pas une excuse, c'est un constat. Les femmes sont plus intelligentes. Plus intelligentes. Elles ont une capacité de multitask. And do many things at the same time. À la fois, vous voyez un peu. Chez nous, les hommes, je pense que la responsabilité qu'on vous demande, c'est la problématique financière. On vous demande de vous, qui n'est pas également une tâche facile. Parce que vous avez la pression sociétale et tout ce que ça comporte. Vous avez le fait que, avec la société, on vous demande d'être le héros. Donc, le message que je donne aux parents, c'est le suivant. Votre enfant, c'est votre plus beau projet. Quand vous allez mourir, vous allez passer la torche. Vous pouvez avoir des milliards de nos jours. Si vous ne pouvez pas vous arrêter quelques minutes, savoir comment ça s'est passé, vous êtes passé à côté. À côté. Ben oui. Yes, sir. J'ai l'impression que ce qu'il a proposé, c'est plus à l'avant-garde, en amont. Ouais, mais dans le sujet, c'est la catastrophe. La catastrophe est déjà là. Il est déjà harcelé sur la toile. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on est déjà dans la catastrophe. Dans la catastrophe, je pense qu'en tout parent, la première des choses que vous faites, vous vous alignez avec votre enfant. Ah oui. L'amour ne ment pas. Vous ne le rejetez pas. Non, l'amour n'a jamais menti. Alors vous lui dites, mon fils, écoutez, ce que tu as fait, c'est terrible. Mais à la fin, tu lui dis, écoute, tu sais que je t'aime vraiment et que tu comptes beaucoup pour moi. Écoutez, chez nous... Il n'y a pas le maraîcher quelque part. Non, mais écoutez, vous savez, parfois les parents, ça fait plus mal. Hein? Ouais. Chez nous, on n'a pas grandi avec ça. C'est ça. Vous voyez un peu? Mais les enfants de la globalisation, excusez-moi, il faut leur dire que vous les aimez. Il faut leur dire je t'aime. I love you. Ben oui. Alors, parce que si vous ne le faites pas... Les enfants de la globalisation. Oui, mais c'est vrai. Parce que si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre que le fait avant. Ils sont habitués à voir que ça se fait déjà. Donc, ils voient déjà ce qui se fait ailleurs. Donc, c'est compliqué. Vous savez, avec les réseaux sociaux, Joe, mais je ne vous l'apprends pas, vous voyez tout ce qui se passe. C'est ça. Et dans certains pays comme la Chine, tout ce qui passe par les réseaux sociaux, c'est censuré. Oui, c'est vrai. Vous savez exactement ce que les enfants ont accès. Ouais. C'est pas la spontanéité, vous tombez sur des trucs adultes. C'est impossible. Aujourd'hui, dans les pays africains, un enfant peut tout simplement tomber sur les contenus sexuels dont il n'a pas droit. Mais c'était déjà comme ça à la maison, hein, entre guillemets, dans certains
thème et que c'est grave. Mais vous dites rien pour que, en termes de ce qu'il faut mettre en place. Une fois que la catastrophe est arrivée, mais il faut sanctionner. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça n'arrive plus? Non, il a dit que tu es du côté de l'enfant, tu lui dis que tu l'aimes. Ah non, il faut sanctionner. Ça fait partie, tu peux rien faire d'autre. Il faut sanctionner. Il faut sanctionner en lui donnant tout simplement les conséquences d'un acte comme celui-là. Voilà. En lui disant, écoute, tu peux perdre ta vie, tu peux perdre ta jeunesse, ainsi de suite. Il faut communiquer avec l'enfant. Avec l'enfant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout simplement sanctionner. La sanction vient après. Mais avant ça, en amont, il faut diagnostiquer, échanger avec lui, en lui disant, écoutez, voilà ce que tu as fait, voilà la perception. Mais au-delà de ça, il faut lui dire qu'il est un grand homme, une grande femme et qu'il peut surmonter ça par l'amour. Et la capacité d'avancer. Alors, on a le sondage, on a fait le sondage. Il y a 80% de personnes qui protègent l'enfant, comme a dit notre invité. On le protège après cette catastrophe. Et puis 20% disent qu'ils ne font rien. Ils sont fâchés. Les raisons, c'est très clair. Pour ceux qui protègent, ils sont 80%, ils disent qu'ils portent plainte contre les harceleurs, ou alors je contacte un expert du digital, je supprime ses comptes sur ses réseaux sociaux et on va voir un psychologue. Pour ceux qui disent qu'ils ne font rien, ils donnent des raisons, il doit apprendre de ses erreurs, il va s'en remettre. Je ne cautionne pas les actes irresponsables. Voilà. Ça nous permet d'aller retrouver maintenant notre personne ressource, c'est Idriss Destin Djekemnan, qui est professionnel du digital. Il conseille les parents à ce sujet. Quelles sont les choses qu'il faut faire lorsqu'on est au centre d'un mauvais buzz sur l'école? La première chose à ne pas faire, c'est de vouloir répondre rapidement. Ok. Ce que vous devez faire, c'est de garder votre enfant. Vous restez calme, vous prenez d'abord toutes les informations, ok, avant de, par exemple, remettre un communiqué ou remettre les informations qui sont avérées pour que tout le monde soit informé. Vous devez être très bref dans vos informations et vous ne devez pas revenir dessus surtout. Autre chose que vous pouvez faire, c'est de se rassurer aussi que l'enfant, par exemple, lui, il a un état psychologique assez déjà préparé. Ça veut dire qu'il s'est préparé pour ce qui va se passer sur Internet. On peut le conseiller, on peut l'encadrer. Ce qu'on peut aussi faire, c'est de savoir est-ce que la vidéo a été publiée dans les bonnes conditions, quelle était l'intention des personnes qui ont publié la vidéo. Se rassurer de ça. Voici on peut poursuivre des personnes qui ont publié la vidéo même en justice. Autre chose qu'on peut aussi faire, c'est simplement de signaler les différentes vidéos où on vous harcèle dessus. C'est possible aussi de le faire sur la plateforme. Autre chose que vous ne devez surtout pas faire, c'est de vouloir répondre avec trop d'émotions. Ok? Ça peut faire en sorte que les gens vous prennent pour le coupable. Autre chose que vous ne devez pas faire, c'est de vouloir supprimer votre compte pour ne pas répondre aux informations. Comment protéger ses proches du cyberharcèlement, par exemple, sur Internet? Vous pouvez activer ce qu'on appelle la confidentialité sur chaque réseau social. Ça vous donne la possibilité de faire quoi? D'activer, par exemple, des mots-clés que vous ne voulez pas que les gens commentent vos publications, ça affiche et que ça peut vous affecter mentalement ou psychologiquement. Vous pouvez activer quoi? L'authentification à 2 facteurs, donc pour sécuriser vos différents mots de passe, pour que les gens ne puissent pas vous harceler facilement. Autre chose qu'on peut aussi activer, c'est le fait de bannir automatiquement les qui nous harcèlent, où on peut simplement signaler leurs différents comptes. Après le buzz, comment est-ce qu'on peut revenir sur les réseaux sociaux? Ce que vous devez faire si vous voulez venir sur les réseaux sociaux, le buzz, il faut que vous commenciez à publier ce qu'on va appeler du contenu neutre ou positif. Donc faire en sorte de donner des informations positives aux gens sur vous pour que les gens puissent oublier le bad buzz que vous avez eu précédemment. Autre chose que vous devez éviter de faire, par exemple, c'est de revenir sur le bad buzz. Il faut que ce soit clair, que les gens comprennent que vous avez tourné à la situation qui s'est passée avant. Ça peut être important. Autre chose qu'on peut faire si on a envie de remonter rapidement, c'est de publier les actions qu'on a menées, par exemple, pour donner confiance aux gens de voir ce qu'on est en train de faire. Et là, on peut profiter aussi du bad buzz pour aller... Et on les relaie, c'est un peu ce qu'on va faire tout de suite. Alors on va commencer avec Ben Deka qui a publié un bon moment passé avec sa sœur Grace Deka, c'était en musique. Il a écrit en toute symbiose Family Affair et vraiment ça nous fait plaisir de voir ça. On peut regarder? C'est possible? Bon, ils ne sont pas avec nous là, apparemment. Et puis Dynasty le Tigre, lui, a posté une photo de lui et de ses enseignants croisés lors de son passage à Ebolova. Ça a été une belle rencontre, il a voulu immortaliser ça et il a mis un beau message avec, il a donné leur nom, il se rappelle en fait de tout quoi. Wow. Ouais. Il est allé à Ebolova et il s'est dit voilà, je les rencontre. Et puis ça tombait bien puisque le 5 octobre dernier, vous le savez, on célébrait la journée de l'enseignant. Et
Et puis Renice poste son nouveau titre, une reprise du groupe Golden Soul. Elle a posté il y a quelques jours déjà, mais c'est pas tout. Hein. Elle poste aussi ses saveurs culinaires qu'elle propose depuis, elle commercialise depuis un bon bout de temps. Je pense que vous les avez déjà vues. Non, c'est pas une coïncidence, c'est bien les saveurs de Renice. C'est pour Renice. Hein. Et là, elle lance une super, on va dire quoi, un podcast sur la cuisine. Donc vous avez toutes les informations autour. Donc elle ne fait pas que chanter, elle utilise également tout son talent pour le côté culinaire. Et puis on a Coco Argenté qui poste, elle, l'ensemble de ses dates ce mois d'octobre en France, comme vous pouvez le voir. Choisissez votre date, hein, la diaspora qui nous regarde en ce moment, et allez à son concert. Et Averodies, lui, il partage le track 8 de son EP, s'il vous plaît. Il nous revient avec ce titre qui nous fait vraiment plaisir. Est-ce possible de l'avoir cette fois? Salam. Et puis nous avons Mister Léo qui partage avec nous le titre de l'album de sa recrue, Princesse Vigna. Le titre s'appelle Lil Wong et il a fait tout un texte pour parler de ce super chef-d'œuvre de notre cher Vigna. On n'oublie pas que Vigna fait partie naturellement de Lions Music, qui est la maison de production de Mister Léo. Il accompagne des jeunes et on est ravis parce qu'il est encore jeune, lui. C'est un jeune qui accompagne les jeunes dans le domaine qu'il connaît le mieux, la musique. On est en compagnie de Chris K. Gueda avec le projet Makaga et il nous a parlé de long en large de ce qui se cache derrière ce beau projet. En tout cas, comme disait Joe tout à l'heure, on sait que la suite, ça va se passer avec les élections qui arrivent après celles de dimanche, parce que c'est là où on aura véritablement un peuple qui peut dire directement aux élus ce qu'il faut pour eux dans leur petite communauté. Mais merci d'avoir accepté notre invitation, Chris Gueda. C'est moi, mais avant de vous quitter, je vais tout simplement demander à tous les Camerounais de visiter nos pages sur les différentes plateformes. Enregistrez-vous, devenez un agent de changement, allez voter pour le candidat de votre choix, votons dans la paix pour un meilleur Cameroun fort et prospère, et surtout lisez le programme politique du candidat de votre choix. Oui, c'est très important. Quoi. Merci beaucoup. Merci, bien des choses.